Cette nouvelle série de Philosopher au présent sera consacrée aux possibilités de la paix en Israël-Palestine. Avant de l'introduire, je tiens à remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont accepté d'y participer, car grâce à eux, le programme qui se déroulera de juin à septembre est impressionnant, dès son ouverture par un grand historien, Omer Bartov, et un grand écrivain, Selim Nassib. Nous avons réuni des philosophes, des historiens et historiennes, des sociologues, des écrivains et des poètes, des militants ou militantes pour la paix, qui jouent un rôle important dans différentes institutions et associations. Ils et elles sont israéliens, palestiniens ou viennent d'ailleurs et parleront ou en français ou en anglais avec un sous-titrage en français. Ce que nous voulons toutes et tous, ici même, c'est penser ou imaginer la paix entre Israéliens et Palestiniens, évoquer, relever, fouiller ces possibilités de paix, les confronter aussi à ce qui est impossible sans aucune naïveté sur la réalité et la durée du conflit et de la guerre. C'est tenir compte de la singularité d'une situation, de son inscription dans l'histoire, des directions qu'elle peut prendre, c'est donc aussi déployer différentes formes de paix et différentes formes de possibilités, venues d'en haut ou d'en bas, des forces en présence comme des populations en présence, des acteurs politiques ou de la société civile. C'est aussi souligner des initiatives et des engagements pris ailleurs en faveur de la paix. Dans les domaines où les avis tranchés attisent le conflit, où les positions officielles se présentent parfois comme obligatoires, les interventions qui vont suivre seront libres, diverses, parfois contradictoires, donc par définition nuancée. Rappelons d'abord la situation actuelle. Le 7 octobre 2023, une attaque terroriste du Hamas depuis la bande de Gaza contre Israël, impliquant autour de 3000 assaillants, a entraîné la mort d'environ 1200 personnes de tous âges, juifs ou non, et la prise en otage de 240 Israéliens et étrangers, de tous âges également. Elle a été suivie d'une réponse militaire, aérienne puis terrestre de l'État israélien, dirigée sur et dans Gaza et contre le Hamas, qui n'a pas pris fin actuellement et qui a entraîné à ce jour la mort d'environ 35 000 personnes, auxquelles il faut ajouter autour de 80 000 blessés, et parmi ces morts et des blessés des membres du Hamas, mais aussi des civils de tous âges, parmi une population gazaoui de 2 millions d'habitants environ, auxquels il faut rajouter les journalistes ou intervenants humanitaires présents sur place. Une partie importante des infrastructures de logement, de santé, d'éducation, d'administration, de transport, d'eau, d'électricité, comme un nombre important de sites culturels, ont été détruits dans la bande de Gaza. La population, sous l'effet de la guerre, des déplacements forcés et de la fermeture des frontières, se trouve dans une situation humanitaire considérée très généralement comme catastrophique. Les pertes israéliennes s'élèvent à 250 soldats, une trentaine d'otages sont morts, le sort des autres est en suspens et provoque de fortes inquiétudes. Au niveau international, l'attaque du Hamas et la réponse israélienne ont donné lieu à des prises de position très diverses des États comme des opinions, mais aujourd'hui, une majeure partie des démocraties et de leur population condamnent la violence terroriste du Hamas, dénoncent la violence militaire de l'État d'Israël et ses conséquences multiples pour la population civile palestinienne, demandent un cessez-le-feu qui rendrait possible une action humanitaire d'urgence et à plus long terme de rétablir la sécurité à Gaza, de reconstruire, de trouver une voie vers la paix. Tout comme une partie des Palestiniens n'adhèrent pas au programme du Hamas et se désolidarisent de ses méthodes, une partie des Israéliens jugent que la politique de leur gouvernement a échoué et doit changer radicalement. Les plus hautes juridictions internationales ont lancé des procédures d'un côté contre des responsables du Hamas, de l'autre contre l'État d'Israël et les responsables de l'opération militaire. Des jugements ont déjà été rendus par la plus haute cour de justice, des enquêtes sont en cours. Cette guerre n'est pas la seule de la période. Elle n'est pas la plus violente ou la plus mortelle du XXIe siècle, mais son intensité et celle des réactions qu'elle provoque exigent qu'on cherche à la comprendre mieux, aussi pour mieux voir comment en sortir. Je ne prétends ici qu'écarter quelques fausses pistes et esquisser d'autres chemins. Le déroulement libre de la série permettra ensuite aux participants de moduler ses propos, de dégager d'autres manières de voir les choses et d'autres issues. Pour mieux comprendre cette guerre, il faut d'abord commencer par se mettre en retrait de la logique identitaire qui construit et fige l'opposition entre deux peuples, conçus comme des ennemis irréconciliables par définition ou par essence, les Juifs d'un côté, les Palestiniens arabes musulmans de l'autre. Concevoir que deux peuples sont voués à s'entretuer est assez courant, et ce n'est ni plus ni moins qu'une conception raciste. Mais tout autant on choisit son camp. La logique identitaire vise alors à identifier l'ennemi et à se donner à soi-même une identité fixe, essentielle, inaltérable. Alors la relation entre Juifs et Palestiniens est à la fois assimilée à et recouverte par l'opposition plus large entre islamophobes et antisémites. Ainsi, l'antisémitisme moderne et contemporain est une réalité qui parcourt tous les degrés du crime et de la violence. Dans le cas actuel, de l'attaque meurtrière du 7 octobre au manque de réaction qui a suivi cette attaque
dans la population occidentale, car le silence aussi est violent. L'islamophobie est également une réalité, qui parcourt ses propres degrés de violence, à nouveau par ordre décroissant, et dans le cas présent, de la perspective ouvertement agressive et raciste de la partie la plus à droite du gouvernement et de l'opinion israélien, jusqu'à cet autre silence concernant les morts en Palestine. Également jusqu'à l'affirmation que toute critique du gouvernement israélien, ou toute manifestation pour la paix, serait plus ou moins consciemment ou ouvertement antisémite, ce qui implique aussi que tout juif n'adhérant pas à la politique du gouvernement actuel serait un traître à sa nation, habité par la haine de soi. Mais il existe 3 manières de résister à cette logique identitaire. La première est de déborder ces identifications contraires en rappelant l'égale dignité et l'égal droit à l'existence de tous les humains, l'égal droit de tous les morts à être pleurés. La deuxième est de déconstruire ces identités. Contre l'antisémitisme, mais aussi contre l'intégrisme juif islamophobe, il s'agit alors d'abord de distinguer 3 dimensions. La première est la judéité, c'est-à-dire le fait de se reconnaître comme juif où que l'on soit dans le monde, et aussi parfois parce que l'on est ou on a été persécuté comme tel. Deuxième dimension, le judaïsme, qui est une religion avec sa foi, ses cultes, ses lieux saints et sa terre symbolique, son aspiration à la justice et ses tensions avec d'autres religions. Troisième dimension, le sionisme, donc la revendication d'une terre pour les juifs. Sionisme en lui-même complexe. Il repose sur le droit de toute nation à un territoire, également sur la nécessité d'une terre de refuge pour les juifs persécutés, également sur l'exigence d'un retour de la nation juive en Palestine, que cette exigence soit plutôt spirituelle ou religieuse, ou qu'elle se fonde historiquement et politiquement. Judéité, judaïsme et sionisme sont donc 3 niveaux différents et divers en eux-mêmes, qui entrent dans une combinatoire entraînant un grand nombre de convergences et de divergences possibles. Il est à noter de plus que le sionisme, dans la mesure où il revendique une terre de refuge ou de retour, est différent du colonialisme, impliquant qu'un peuple étranger domine un peuple autochtone et usurpe son territoire. Mais pour autant, il serait absurde d'affirmer que le sionisme n'a rien du colonialisme, puisqu'il s'est majoritairement élaboré, manifesté et imposé sous la forme de colonies de peuplement en Palestine, d'une mission civilisatrice des Juifs vis-à-vis de Palestiniens prétendument dispersés et arriérés, d'une subordination de la démocratie à l'exigence de majorité juive, également sous la forme d'une discrimination ouverte, juridique, policière, vis-à-vis de la population palestinienne, ou sous celle de l'usurpation réelle de ses terres et de ses ressources. Chacune de ces formes de colonisation a été dénoncée par les Palestiniens et d'autres non-juifs bien sûr, mais aussi par des juifs non-sionistes, et même par une minorité constante de juifs sionistes, opposés à l'usurpation des terres et à la discrimination de la population palestinienne. Rajoutons encore que les prises de position sur cette question peuvent viser un horizon de justice, au sens religieux au nom du terme, mais sont aussi plongées dans la diversité des histoires et des conditions sociales de ceux qui les adoptent et les défendent. Or cette diversité, même si la politique israélienne, y compris dans le domaine éducatif, fait tout pour la conjurer au nom de l'unité nationale, reste considérable dans la société israélienne. Elle l'est aussi dans la diaspora juive et chez les non-juifs, qui à juste titre se sentent concernés parce qu'ils appartiennent, faut-il le rappeler, au même monde. C'est encore une autre diversité qui déconstruit l'identité du Palestinien arabe musulman. Les Palestiniens peuvent être israéliens, habités dans les territoires occupés, habiter ailleurs, dans des conditions totalement différentes, selon des différences sociales qui furent préexistantes à l'immigration juive, ou qui découlent de l'histoire de cette région, depuis l'accentuation de cette immigration. Les relations des Palestiniens avec les pays arabes sont tout sauf évidentes, tout comme les Palestiniens peuvent avoir des positions diverses vis-à-vis des Juifs, du judaïsme, de la reconnaissance d'Israël et des conceptions différentes de l'islam et de son lien avec les autres religions. Enfin, si le terrorisme palestinien existe, tout comme a existé un terrorisme israélien, il ne fait nullement des Palestiniens des terroristes en puissance et ne fait pas plus de toutes les formes de résistance palestinienne, y compris violente, des actes de terrorisme. La troisième manière de résister à la logique identitaire est de contextualiser les relations entre Israéliens et Palestiniens, ce qui implique de les inscrire dans l'histoire. Donc de contextualiser aussi et avant tout les événements qui ont profondément modifié cette relation, et parmi eux les 2 plus importants, la Shoah et la Nakba. La Shoah, génocide nazi précédé par les pogroms en Europe de l'Est et en Russie, a entraîné la mort d'environ 6 millions de juifs. C'est un événement européen qui a bouleversé la situation en Palestine en provoquant l'immigration de 80 000 juifs pendant la guerre, puis a joué un rôle majeur dans la création de l'État d'Israël en 1948, qui devait s'accompagner, ne l'a pas été, de la création d'un État palestinien. Les 2 facteurs, la Shoah et la création d'un seul État,
ont eux-mêmes entraîné l'immigration de 700 000 juifs entre 1948 et 1952, la moitié réfugiés d'Europe et la moitié venus des pays arabes. Les Israéliens se sont vus devenir majoritaires en Israël-Palestine et les Palestiniens se sont vus devenir minoritaires. Il était alors assez évident pour tout le monde que cet afflux de réfugiés entretenait un lien très diffus, voire inexistant, avec une motivation sioniste. Il était principalement l'effet conjugué de l'antisémitisme européen, encore actif dans le soutien à l'immigration des Juifs d'Europe, de la politique des puissances occidentales continuant à défendre leurs intérêts au Moyen-Orient, et de la politique d'accueil et de peuplement du nouvel État d'Israël. Ainsi, les Palestiniens étaient les premiers à subir les conséquences du doublement de la population d'Israël, sans en être responsables d'aucune manière. C'est cependant plus tard, surtout à partir des années 80, que la Shoah a été absolutisée, c'est-à-dire détachée de son contexte et considérée quasi officiellement par Israël comme un événement originaire qui fondait son identité nationale et sa politique, y compris vis-à-vis des Palestiniens. L'absolutisation de la Shoah a entraîné, d'une manière contradictoire mais très efficace, son instrumentalisation. Comme si l'État d'Israël et sa population risquaient à chaque moment l'anéantissement, comme si toutes les décisions et tous les actes de la politique israélienne visaient à repousser l'éventualité d'une nouvelle Shoah, comme si toute attaque de l'État ou de sa population, mais aussi toute critique de sa politique, toute résistance vis-à-vis d'elle, était fondamentalement une résurgence du nazisme. La contradiction est que la Shoah, conçue comme événement absolu, est aussi de cette manière ce qui est censé se répéter sous des formes très éloignées de ce qu'elle a été, et donc elle perd sa propre mémoire, dans son évocation constante. Tout comme se perd toute compréhension du nazisme, quand il n'est plus qu'un moyen répétitif d'identifier son ennemi, en l'occurrence avant tout les Palestiniens. L'interprétation officielle et majoritaire du 7 octobre 2023 a aussi été prise dans cette logique. À la fois comme un nouveau choc absolu, un nouveau traumatisme originaire, et comme ce qui répétait les pogroms ou la Shoah, tout en répétant aussi le 11 septembre 2001, et pouvait donc se répéter indéfiniment. On s'interdit ainsi de comprendre le 7 octobre 2023, et surtout, on cherche à interdire à quiconque de le comprendre, autrement dit de le contextualiser. Car si l'événement du 7 octobre ne se réduit pas aux facteurs qui l'ont rendu possible, évoquer son contexte pour mieux l'appréhender entraîne forcément le retour sur l'histoire des relations entre Israéliens et Palestiniens, donc aussi sur l'occupation des territoires palestiniens, et finalement sur le déroulement temporel de la politique du gouvernement israélien vis-à-vis de ce territoire qu'est la bande de Gaza, confiné et muré depuis une décennie, même si le mur a été terminé plus récemment. Or dans cette histoire se trouve aussi inscrit un autre événement inassimilable, la Nakba, c'est-à-dire le désastre qu'a été pour les Palestiniens la guerre israélo-arabe de 1848-49. Ces causes s'entremêlent avec les conséquences de la Shoah, puisqu'elles tiennent au plan de partage de la Palestine voté par l'ONU en novembre 1947. Israéliens et Palestiniens ont refusé majoritairement ce plan, sont entrés en conflit le lendemain de son vote, ont entraîné dans la guerre les pays arabes. Il en a résulté la mort d'environ 6 000 Israéliens et 10 000 Palestiniens, mais aussi l'exode de 700 000 Palestiniens sur les 900 000 qui vivaient dans la Palestine sous mandat britannique, la destruction de leurs villages et leur remplacement par des habitations surtout destinées à absorber la vague d'immigration de réfugiés juifs commençant dans la même période. La Shoah, génocide massif et systématique découlant directement de l'antisémitisme, est en raison du nombre de morts et de ses objectifs, de son horreur également, pire que la Nakba. Une explication rétroactive visant à montrer que la Shoah justifie la Nakba et que surtout elle autoriserait à l'oublier, voire à l'effacer, comme c'est dans le cas dans les programmes d'histoire, la plupart des discours politiques et même les motifs architecturaux israéliens, est radicalement injuste. Cette volonté d'effacement est bien sûr politique. Israël ne peut reconnaître le simple fait de l'exil forcé des Palestiniens sans reconnaître sa responsabilité, et donc aussi son devoir, y compris juridique, d'autoriser le retour des exilés. L'autre voie, bien moins empruntée, serait d'admettre ce droit de retour, tout en affirmant qu'il est réellement impossible à mettre en œuvre. Mais encore faudrait-il que cette impossibilité soit démontrée, et alors le risque est que les possibilités surgissent. On comprend alors que les Palestiniens, qui ne nient pas la Shoah, et la nient d'autant moins qu'elle est aussi l'un des facteurs de leur propre malheur, entretiennent activement la référence à la Nakba, liée à une situation constante, qui est aussi géographique qu'historique, et qui est celle de l'usurpation de leurs terres et de la négation de leur plein droit à exister civilement sur leur territoire. D'un point de vue extrémiste, antisémite et génocidaire, la réparation de la Nakba aurait pour condition l'expulsion des Juifs de l'intégralité de la Palestine,
territoire israélien compris. Mais dans sa perspective la plus importante et la moins soulignée, cette même réparation implique bien plutôt une nouvelle coexistence entre Juifs et Palestiniens, qui reposerait justement sur l'épaisseur historique et la contextualisation des événements, comme des relations entre ces deux populations. Cette contextualisation est historique, elle est aussi globale. Autrement dit, la singularité des relations entre Juifs et Palestiniens, comme la singularité des événements, n'exclut pas leur inscription dans des processus qui se déroulent à l'échelle mondiale. Cette inscription peut prendre la figure d'une généralisation grossière, comme c'est le cas chez un penseur américain, Samuel Huntington, qui a une influence déterminante sur l'idéologie et les programmes de la droite et de l'extrême droite partout en Occident, en Israël également. Huntington considère en effet le conflit israélo-palestinien comme l'archétype localisé d'une vaste guerre entre les civilisations. En Israël et Palestine s'opposeraient alors la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation musulmane, la première gardant comme principal instrument le droit international et la seconde étant plutôt motivée par des raisons belliqueuses, par son humiliation et par sa soif de revanche comme d'extension. Autrement dit, Huntington considère froidement la logique identitaire tout en y adhérant totalement. Il n'est sans doute pas inutile, à un moment où les manifestations pour la paix ou l'engagement des populations, et en particulier des étudiants pour le cessez-le-feu, sont attribués à un islamo-gauchisme fantasmé, de rappeler que c'est cette pensée de droite, ce racisme intellectualisé et politiquement efficace, qui fait d'Israël et de la Palestine le point focal du présent et de l'avenir du monde. Mais les processus mondiaux dont nous entendons parler sont justement à l'opposé de cette guerre entre civilisations. Ils traversent et réfutent les identités civilisationnelles. Il s'agit simplement de rappeler que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur leur territoire, cet immense principe émanant des droits de l'homme, d'un côté s'est avéré incontournable et a été revendiqué par tous les peuples du monde, de l'autre a été et reste source de conflits, dès qu'un peuple s'en revendique pour exclure une autre population, ou du moins pour assurer sa majorité numérique sur un territoire. La philosophe Hannah Arendt a montré juste après la Seconde Guerre mondiale que ce principe des nations avait produit un nombre considérable d'expulsés, donc de réfugiés et d'apatrides. Plus récemment, Marie Kaldor, dans un ouvrage très important, New Wars and Old Wars, Nouvelles et Anciennes Guerres, a montré que la même exigence nationale provoquait des guerres nouvelles, au sens où elles étaient indissociablement civiles, nationales et internationales. Elle entraîne dans de nombreuses zones où s'entremêlent les populations l'émergence de mouvements identitaires qui se consolident par des références raciales et religieuses, puis se confrontent très violemment, prenant la figure d'ennemis existentiels. Alors l'exigence de ces mouvements devient celle de l'instauration d'un État ethno-racial et souvent théocratique. Et si les institutions internationales tentent d'arbitrer le conflit et d'y mettre fin en reconnaissant ces nouveaux États, alors elles légitiment involontairement cet ethno-racisme et leurs leaders et ne font qu'instituer et figer la logique identitaire qui entretient l'inimitié. Il appartient aussi à ces nouvelles guerres d'irradier dans une vaste zone régionale, de s'étendre aussi dans la mesure où chaque camp cherche des soutiens communautaires dans les diasporas, des soutiens politiques dans les puissances importantes et lointaines, des soutiens financiers dans les réseaux internationaux. Il leur appartient aussi de se continuer sous la forme de guerres asymétriques contre les populations minoritaires, sous la forme de réponses terroristes, d'intentions ou d'actes génocidaires, qui nient le droit international, rejetés comme partie prenante ou comme dépendant de quelque grande puissance. Il est frappant de voir comment cette analyse de Marie Kaldor, fondée sur l'étude des Balkans, est pertinente dans le cas d'Israël et de la Palestine, où se déroule, depuis des décennies maintenant, l'une de ces nouvelles guerres. Ce processus est fortement lié à un autre, celui du néolibéralisme, entendu comme cette version du libéralisme économique qui repose sur le démantèlement du rôle social de l'État et le renforcement de son pouvoir policier, de façon à généraliser un fonctionnement du marché désavantageux pour la majeure partie de la population. Le néolibéralisme détruit la société civile en augmentant considérablement les inégalités sociales, en laminant les structures d'éducation et de médiation qui lient les individus à l'intérêt public, en rendant inaudibles ou en réprimant tous les discours soutenant la répartition des richesses et la justice sociale. Il favorise alors la montée d'idéologies identitaires, ethno-nationales et religieuses, qui favorisent sa propre emprise ou son propre fonctionnement. Et il ne respecte pas plus les conditions de l'état de droit que le droit international, puisque tout droit ne vaut que soumis aux règles du marché. La victoire de nombreux gouvernements centristes, néolibéraux, l'effondrement des partis de gauche, la montée de l'extrême droite à la fois autoritaire, nationaliste et libérale, souvent religieuse, voilà des phénomènes que l'on observe dans une grande partie des États du globe et qui ont aussi fortement déterminé la politique d'Israël. Ces deux processus entrecroisés
celui des nouvelles guerres et celui du néolibéralisme, sont donc selon nous entièrement à prendre en compte dans le cas des relations israélo-palestiniennes. Penser que la culture juive ou la culture arabe sont si spécifiques qu'elles y échappent, ce ne serait justement que retomber dans la logique identitaire qui découle de ces processus, et qu'en retour, ils nourrissent, alors que c'est justement contre cette logique qu'il s'agit de lutter si l'on veut viser la coexistence et la paix.